Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais pour commencer remercier les organisateurs et les organisatrices de ce premier colloque de lancement du R2AD et en particulier Daniel Lezoux-Kofi de m'avoir invité à cet événement important pour l'analyse du discours africaine. J'en suis vraiment honorée et très heureuse aussi. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des participants et des participantes d'accepter de regarder une vidéo qui sera évidemment beaucoup plus ennuyeuse qu'un échange en direct, hein, je m'en excuse d'avance, mais évidemment les aléas de la vie en ce moment nous obligent à communiquer à distance de cette manière. J'ai intitulé mon intervention «Un moment africain de l'analyse du discours» pour signifier que je vais traiter quelque chose de tout à fait étroit et de tout à fait modeste. Je voudrais en effet, donc comme l'indique la deuxième partie du titre, travaux pionniers et héritage, en fait, faire un petit bout d'histoire, et d'épistémologie, encore une fois tout à fait étroit, pour essayer de vous montrer que dans les années 80, la fin des années 70, le début des années 80, il y a eu un moment véritablement très, très intense où de nombreuses publications d'analystes du discours africain sont arrivées dans l'analyse du discours français, qui commençait à se développer et à devenir l'immense champ d'études qu'elle est devenue maintenant. Alors, donc voilà, ce moment africain en préambule, c'est l'idée de retracer des rencontres et des trajectoires de recherche, mais aussi des trajectoires de vie, hein. Les analystes du discours ne sont pas que des scientifiques, ce sont aussi des gens qui ont des existences parfois intenses, parfois lourdes et en tout cas, en ce qui concerne l'analyse du discours, en particulier politique, pleine d'engagement, parfois grave et je trouve que cette dimension existentielle doit être prise en compte dans la recherche. Donc la perspective que j'adopte dans cette intervention est une perspective, encore une fois, tout à fait modeste, c'est une approche documentaire historique et épistémologique de l'analyse du discours en lien avec l'ère africaine. Et c'est plutôt une approche pluriversaliste, hein. Je ne vais pas m'étendre un petit peu sur mes positions épistémologiques, mais d'une manière générale, j'essaie de mettre à distance l'eurocentrisme, l'occidentalocentrisme dans lequel j'ai moi-même été prise et dans lequel je suis encore prise, pour essayer d'adopter une perspective pluricentrique et pluriversaliste et donc respecter un petit peu les centres de production de la science qui se sont développés de par le monde, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc. Donc c'est pour ça que je précise hein, ma position de chercheuse française occidentale, donc encore une fois prise dans cet eurocentrisme et donc sans compétence sur les travaux africains, hein. Donc encore une fois, c'est un petit bout d'histoire, une sorte d'histoire des idées que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Avec quand même une question de recherche sous-jacente à laquelle je ne répondrai pas mais que je voudrais poser, qui est la suivante. Donc, quelles sont les formes des transferts théoriques et quels sont les modes de territorialisation des savoirs quand une théorie circule, voyage et passe d'un continent à l'autre? Alors, je vous propose une intervention en deux points. Tout d'abord, l'analyse du discours dite française, je vous expliquerai pourquoi mes guillemets, et l'Afrique, et puis ensuite développer ce que j'appelle un moment africain de l'ADF. Alors, l'AD française et l'Afrique. Tout d'abord, pourquoi des guillemets à l'AD française? Parce que c'est une terminologie qui est maintenant tout à fait fréquente, lexicalisée, mais que n'auraient pas forcément accepté les fondateurs de l'AD. Je me souviens d'une conférence de Jean-Jacques Courtine
dans laquelle il était très critique par rapport à cette AD française parce que, Michel Pêcheux et ses collaborateurs avaient, plutôt l'objectif de produire une théorie, relativement générale et non pas du tout locale, voilà. Et d'autant plus que cette théorie s'est, très, très vite et très largement, exportée, au Brésil, hein, où il y a un cas tout à fait particulier avec l'analyse du discours au Brésil et dans les autres aires du monde. Donc voilà, donc cet adjectif français qui, ne signale juste qu'une origine, finalement géographique, risque de devenir, un qualificatif un petit peu national et c'est un petit peu gênant, donc c'est pour ça que je le mets, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, l'ADF actuel est un champ, extrêmement fragmenté, et conflictuel et il me semble que, en 2021, en fait, plus personne ne peut donner une définition représentative et unifiée de cette AD. Seule une cartographie reste peut-être possible, à condition, encore une fois, à mon avis, d'avoir une vision, décentrée, et pluricentrique. Actuellement, l'analyse du discours, donc dans ses origines théoriques françaises, c'est un réseau très dense et inextricable de travaux qui empilent les générations, les positions théoriques, les types de corpus, les affinités disciplinaires, donc les aires géographiques et culturelles, mais aussi les langues, ça c'est vraiment très important, les territorialisations, donc les langues, mais donc aussi les traductions, ce qui pose tout un tas de problèmes, les territorialisations, les transferts, les adaptations, les oublis et les déformations qui sont tout à fait normales en sciences, hein. Quand je parle de déformation, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais c'est pour signaler que quand un concept voyage d'un pays à un autre, ou même d'un chercheur à un autre, d'un continent à un autre, évidemment, il subit des déformations qui sont des formes de retravail de la notion pour la rendre encore plus valide sur le nouveau terrain où elle est exportée. Donc, si j'avais à décrire l'analyse du discours, en fait, je prendrais les choses par le biais plutôt épistémologique et théorique et je penserais plutôt des lignes de partage, voire de fracture, plutôt que des homogénéités. Hein, et je penserais plutôt par critères épistémologiques et théoriques que par outils. Donc, je ferai rapidement, comme ça, pour border les choses, 5 propositions. Décrire l'analyse du discours ou le type d'analyse du discours qu'on pratique ou qu'on a envie de développer dans un pays, dans un champ, dans une ère. Le premier critère, ce serait le rapport à la langue. Soit on pratique une analyse du discours qui part des formes, donc ce qu'on peut appeler une analyse linguistique du discours. Moi, je tiens particulièrement à cette optique-là. Soit on pratique, comme souvent, une analyse du discours qui est illustrée par des phénomènes langagiers. C'est le cas des chercheurs qui travaillent en infocom, par exemple, qui font beaucoup d'analyse du discours, ou qui travaillent dans le domaine de la critical discourse analysis, où on sait que le travail consiste souvent en un appareillage théorique très, très important, qui est, dans un second temps, illustré par des exemples. Ensuite, je parlerai du rapport aux politiques. Donc, soit vous estimez que l'analyse du discours est un domaine ou une discipline scientifique, soit vous estimez que l'analyse du discours est une pratique scientifique et politique, hein, une pratique scientifique et politique émancipatrice. Et puis, on a un troisième critère qui est le critère du rapport au monde. Soit vous pratiquez une analyse du discours que moi j'appelle logocentrée, c'est-à-dire qui est appuyée sur une vision un peu binaire, langue versus monde, et donc vous travaillez véritablement sur des énoncés, rien que des énoncés. Soit vous pratiquez une analyse du discours que j'appelle post-dualiste, c'est-à-dire qui est ouverte sur les environnements et les matérialités humaines et non humaines, et vous établissez un pont, un continuum en fait entre le discours et le monde. Quatrième critère, la conception du sujet de la recherche. Soit vous estimez qu'on a affaire à un sujet transparent, motivé par l'objectivité et qui prône plutôt la neutralité et la distance,
soit vous estimez, donc ce qui est plutôt le sujet que j'appelle eurocentré, occidentalocentré, qui est un peu le sujet de l'universalisme des théories en fait, hein. Soit vous adoptez la perspective d'un sujet situé qui va intégrer ses expériences, ses conditions de vie et sa place dans le monde, ce qui est plutôt l'optique que je défends. Et enfin, on peut s'interroger sur l'analyse du discours par rapport à son objectif. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'AD? Soit on fait de l'AD pour faire de la science, en fait, on fait de l'AD pour faire de l'AD, pour se situer dans un champ scientifique et pour produire des publications. Et soit on fait de l'analyse du discours et donc de la science pour changer le monde. Voilà. Donc ces 5 critères, je m'en rends compte, sont présentés de manière extrêmement binaire. Donc il y a évidemment des positions médianes entre les deux, mais si j'avais à m'interroger sur l'analyse du discours et si j'avais à faire un peu une description de l'analyse du discours, voilà, je poserais plutôt ces questions-là. Enfin, je poserais les questions comme ça. Alors, je passe à mon deuxième temps de ma première partie, pour traiter véritablement le rapport entre l'analyse du discours et l'Afrique. Alors, il me semble, et ça c'est tout à fait ce qui est dit explicitement dans votre argumentaire du R2AD, que jusqu'à présent, l'Afrique est un corpus en fait. C'est ce que j'appelle l'Afrique en troisième personne, hein. Vous savez, la troisième personne de Benveniste, hein, celle dont on parle, hein, mais celle qui n'est pas prise dans les échanges. Alors, dans l'argumentaire de fondation du R2AD, vous écrivez qu'en 2019, la revue Essai francophone a consacré un numéro à une réflexion sur le positionnement de l'école française d'analyse du discours hors de France, et que seule l'Algérie y figurait pour le compte du continent africain. Et il y a une phrase tout à fait, je trouve, admirable de diplomatie. J'aurais pour ma part été beaucoup moins diplomate. Nous ne prétendons pas que les chercheurs africains sont frappés d'ostracisme, nous regretterons seulement un faible niveau de visibilité que ce projet envisage de corriger. Hein, donc c'est le collectif qui a été dirigé par Raquel Eraos, dont je vais reparler tout à l'heure. Alors, il y a tout à fait des raisons socio-géographiques à la manière dont ce numéro de la revue Essai francophone, qui n'est pas une revue centrale, ni en linguistique, ni en analyse du discours, a été construit. Parce que c'est un numéro qui a été dirigé donc, par une chercheuse italienne de Turin, qui est elle-même relativement marginale en analyse du discours française. Et effectivement, il y a quelques angles morts dans ce numéro, et pas seulement l'Afrique. Et donc, c'est un ouvrage qui est sorti, si vous voulez, d'une vision partielle et située elle-même. Voilà, pardon, petit blanc. Voilà, donc il y a aussi des raisons politiques à cette absence tout à fait caractérisée, enfin, vous avez tout à fait raison de le signaler, à cette absence de l'Afrique. Il y a évidemment des traces sans doute relativement inconscientes et insues de représentation coloniale du savoir. Les chercheurs et les chercheuses du Sud global ne sont pas envisagés à parité avec les chercheurs et les chercheuses occidentales. Bien évidemment, c'est quelque chose de douloureux à dire, mais il faut malgré tout le dire. Et donc, il y a un héritage historique et politique. Il y a aussi des raisons économiques, bien sûr, puisque les ressources économiques pour le financement, pour la production et la diffusion de la science sont au nord, bien évidemment. Et donc, il y a un capitalisme scientifique qui se mondialise et qui est de plus en plus violent et qui est très difficile à infléchir, hein. On est plusieurs à faire des tentatives pour lutter contre oui, ce qu'on peut vraiment appeler un capitalisme scientifique, et c'est vraiment pas facile. Mais donc, du coup, l'Afrique, en ce qui concerne l'analyse du discours, est plutôt, jusqu'à présent, un terrain de recueil de corpus, un objet d'étude qui n'intègre pas, c'est vrai, un point d'énonciation africain, hein, mais qui se fait, enfin, le travail sur l'Afrique se fait à partir de points de vue ou d'organisation et de financement extérieurs
occidentaux. Alors ça, c'est très visible par une brève analyse des paradiscours, enfin, ce que j'appelle des paradiscours scientifiques matériels. Et je vais prendre rapidement l'exemple du réseau Discours d'Afrique que vous connaissez bien, auquel certains d'entre vous ont sans doute participé. Alors c'est pour moi un cas tout à fait exemplaire. D'abord, le nom Discours d'Afrique implique qu'il s'agit d'objets, hein, que les objets sont les discours d'Afrique et que la perspective n'est pas de faire une place au point de vue énonciatif des chercheurs africains. Donc, on est dans une perspective tout à fait classique, logocentrée, avec l'idée que les discours d'Afrique sont appropriables par tout chercheur et toute chercheuse. Et donc, on n'est pas du tout dans une analyse du discours en Afrique, dans une analyse par des chercheurs africains, africaines, avec des points d'énonciation de recherche africains. Alors, il y a eu 6 colloques de ce réseau entre 2007 et 2019, des colloques, encore une fois, sur lesquels je vais passer assez rapidement parce que vous les connaissez. Ça a commencé par les identités, ensuite l'imaginaire linguistique. Ensuite, en 2010, l'Afrique en discours, c'était sur les stéréotypes. Ensuite, sur la presse. Ensuite, sur plutôt les dessins de presse. Et le dernier, en 2019, sur les nouvelles voies. Alors, si vous regardez les documents, les appels à participation, les flyers, la liste des comités scientifiques, la liste des comités d'organisation, ce que j'appelle des paradiscours, enfin c'est ce que Genette aurait appelé des paratextes. Ce sont des documents très très importants, je trouve, pour faire l'analyse d'un champ. On a une co-organisation systématiquement française et européenne, puisqu'on a les universités de Franche-Comté et de Bordeaux, plus pour un colloque l'université de Bretagne occidentale, pour un autre celle de Lorraine, et à un moment une université toute proche de la France, à Berne en Suisse. Les comités d'organisation et scientifiques, comme la coordination des actes, sont tout à fait dominés par des chercheurs d'universités françaises, européennes ou plus largement occidentales, parce qu'il y a une participation du Canada. Et dans les titres des communications, dans les rattachements institutionnels des chercheurs français ou occidentaux qui communiquent, on a des gens qui ne sont pas spécialistes des corpus discursifs africains, sauf exception. Donc, ça veut dire qu'on a, de la part de ces chercheurs, une posture extérieure à l'objet, ce que le groupe Modernité-Colonialité en Amérique latine appelle l'épistémologie du point zéro, c'est-à-dire que à partir d'une épistémologie neutre, objective et un petit peu surplombante, d'une conception de la vérité un petit peu universelle, on a une théorie et on va pouvoir l'appliquer partout, toujours, quel que soit l'objet. Donc, on a l'idée qu'une compétence générale en analyse du discours suffit à traiter tout type de corpus. Donc, on a, dans ces colloques, une confirmation de la posture d'extériorité. L'Afrique est bien un objet d'étude, une troisième personne, celle dont on parle. Et il y a quelque chose une remarque très intéressante dans l'argumentaire, dans votre argumentaire de fondation du R2AD, c'est la distinction que vous faites entre posture de consommateur plus que de producteur de sciences. Et effectivement, ça me semble tout à fait important, et cette posture de consommateur correspond, à mon avis, à la perspective tout à fait mainstream en AD actuellement, où on a des dispositifs théoriques qui sont considérés comme applicables à tous les corpus. C'est la conception de ce que beaucoup de chercheurs appellent la boîte à outils. L'analyse du discours, c'est une boîte à outils que vous allez ouvrir, puis vous allez sortir votre tournevis, votre pince, et puis bricoler comme ça tous les corpus possibles. Mais ça veut dire, l'idée même de la boîte à outils implique qu'il y a une extériorité des objets. Alors que, et donc ça a pour conséquence le fait que la spécificité du terrain et des corpus africains n'entraîne pas une spécification théorique et méthodologique
ce que le réseau souhaite, hein, puisque dans le texte de l'argument, il y a aussi cette phrase qui me semble vraiment extrêmement importante, hein, puisque le réseau a été fondé pour recenser et soutenir les spécificités et innovations méthodologiques de l'analyse du discours en Afrique francophone, ce que moi j'appellerais une Afrique en première personne. Alors, je passe au deuxième temps de mon intervention, ce que j'appelle le moment africain de l'ADF. Alors, il y a eu, alors c'est pas l'Afrique subsaharienne, hein, on est un petit peu, on se décentre un petit peu, on est un petit peu au centre et à l'est, puisqu'on est dans l'actuelle République démocratique du Congo et l'ex-Zaïre, qui est lui-même l'ancien Congo belge. Alors, il y a un petit peu pour une expression un petit peu facétieuse, hein, il y a eu une lexicologie politique, une analyse du discours politique zaïrois, à un moment qui me semble vraiment receler des enjeux vraiment importants pour tout ce qui peut se passer maintenant. Donc, dans l'analyse du discours française, au début des années 80, en France, c'est l'effervescence scientifique. Il y a un moment d'amplification des travaux des années 60-70, donc pour aller vraiment très vite, hein, les années 60-70, c'est l'analyse du discours harricienne à la Dubois, hein, qui est importée des États-Unis. Et en même temps, parallèlement, sans trop de rencontres, mais bon, c'est une histoire compliquée, l'analyse du discours marxiste, althusséro-lacanienne à la Pêcheux. Donc ça, c'est le moment 60-70. Et les années 80, c'est le moment de l'installation et de l'amplification de cette AD vers une AD qui est devenue tout à fait mainstream et qui est mise en manuel, si vous voulez, ou bien mise en discours dans des ouvrages classiques dans les années 90. Ça, c'est une histoire qui est tout à fait bien racontée dans le Que sais-je de Francine Mazière, dont la dernière édition date de 2016. Et cette AD qui est mise en place dans les années 90, elle perdure actuellement en France. Donc, les années 80, enfin le tout début des années 80, c'est le début du laboratoire de lexicométrie et texte politique de Saint-Cloud. Il a été fondé en 1977 et c'est surtout la naissance de la revue Mots, donc qui est fondée en 80. Donc, Mots, au départ, c'est Mots, c'est un sigle, c'est Mots ordinateur, enfin un acronyme, Mots ordinateur texte. Et ensuite, ça devient Mots les langages du politique, qui est un lieu, d'une revue que vous connaissez bien sûr, qui est un lieu tout à fait important de l'ADF à entrée lexicale, puis de l'AD jusqu'à nos jours. Et il y a un gros événement qui se passe en 1980, c'est donc du côté de l'analyse du discours marxiste à la Pêcheux, on va dire, pour aller vite, c'est en 1980 le colloque Matérialité discursive qui est publié en 1981 et où vous avez tous les acteurs de l'AD de l'AD marxo-lacanienne qui propose, si vous voulez, comme une espèce de photographie du champ à l'époque. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'intervient le moment zaïrois. Vous avez tous les ans, en 81, 82, 83, 84, un article de lexicologie politique, d'analyse du discours politique zaïrois dans la revue Mots. Alors, j'ai voulu vous montrer, comme j'ai dit que je faisais des choses très matérielles, j'ai voulu vous montrer les anciens numéros de Mots que certains d'entre vous ont peut-être déjà eu en main. C'était ces formats carrés, pas très maniables d'ailleurs, et blancs. Alors, donc dans le numéro de 1980, qui est un numéro 1981, pardon, qui est un numéro de Varia, vous avez un article de Rubango sur le vocabulaire politique de la presse zaïroise contemporaine, 59-65, et j'y reviendrai, mais la première phrase donne la généalogie de l'analyse du discours politique au Zaïre. C'est Mundimbe, bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est l'article de 81. En 82, un numéro pardon, en hommage à Robert Léon Wagner, vous avez un article de Kadima Chimanga, la société sous le vocabulaire, blanc-noir et évolué dans l'ancien Congo belge 55-59. En 83, l'année d'après, vous avez un article de Moussia Kakama
sur le terme et la notion d'authenticité, donc dans le système lexical, dans le discours politique au Zaïre. Et en 84, vous avez donc le 4e article qui m'intéresse, qui a été écrit en collaboration entre Bajana Kadima Chimanga et Kama Basilitolo, qui est intitulé « Un discours sur la colonisation au Congo belge, pardon, jeu d'adresse ». Voilà. Alors, l'histoire de l'analyse du discours en République démocratique du Congo a été faite dans un article d'Antoine Muswassa, dans un numéro de la revue Semaine que j'avais coordonné, qui s'appelait « La théorie du discours, fragments d'histoire et de critique ». Et j'avais rencontré Antoine Muswassa dans la soutenance de sa thèse quelques années auparavant. Et donc, j'avais voulu qu'il y ait quelque chose sur le discours, justement l'analyse du discours en Afrique dans cette revue. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit alors, j'ai du mal à passer, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cet article donc, il donne la genèse du moment zaïrois de l'analyse du discours politique. Et la genèse, c'est Valentin Mundimbe. Donc, il explique que les thèses dont sont issus les articles qu'on vient de voir donc, ont été dirigées par Mundimbe sur le discours politique. Donc, c'est quelqu'un qui s'est formé et qui a passé sa thèse à Louvain, donc en Belgique, pardon. Il est issu de la tradition philologique qui est encore active en Belgique. Il rentre au Zaïre en 70 et là, il met en place, à partir de 71, un séminaire à l'université de Kinshasa, un séminaire qui est pluridisciplinaire. Hein. Il y a de l'analyse du discours, mais il y a aussi de la lexicologie, de la sociolinguistique, de la psychologie, de la science politique. Mais lui ajoute 2 dimensions qui seront centrales dans ses travaux ultérieurs et dans ses travaux actuels encore, c'est la dimension de l'imaginaire et de l'argumentation. Et il quitte le Zaïre de l'époque en 80. Alors, qu'est-ce qui se passe après en 70, de 70 à 80, donc il y a cette période Mudimbe. De 80 à 97, nous explique Antoine Muswassa, c'est une période très peu productive. Donc, Kadima Chimanga soutient sa thèse en France, donc à Paris 3, une thèse qui est dirigée par Maurice Tournier, qui est le fondateur de la revue Mo. Romain Cassoro soutient aussi, lui, sa thèse à Bordeaux 3 en 88, sous la direction de Michel Auxerre. Hein. Donc, Michel Auxerre, c'est aussi une figure de la collaboration entre la France et l'Afrique. Donc, Romain Cassoro soutient sa thèse sur le vocabulaire de la rébellion. Et puis, Kandolo soutient une thèse en 94 sur le discours politique de Lumumba. Et là, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas réussi à trouver qui avait dirigé la thèse de Kandolo. Ensuite, période 97-2009, Moussouassa la présente comme un renouveau. Il y a la thèse de Mpamba en 2002 sur l'analyse du discours syndical. Il propose alors quelque chose de nouveau, il y a une espèce de renouvellement de l'analyse du discours politique puisqu'il propose une sociolinguistique praxéologique, qui est une terminologie tout à fait intéressante. Et il y a également la thèse de Matangila Iboua en 2004 sur le discours des églises de réveil en République démocratique du Congo. Après, voilà. Après, alors, d'abord, le travail d'Antoine s'arrête et après, moi, je n'ai pas de visibilité. Et donc, je passe au dernier point de ma conférence pour vous parler du travail de quelqu'un voilà, qui travaille actuellement en République démocratique du Congo. Donc, vous voyez, je vous avais dit que je ferais quelque chose de tout à fait modeste, de très étroit, de très lacunaire. Voilà, donc je voulais vraiment vous présenter un petit regard sur des exemples tout à fait limités, mais qui me semblent très intéressants et un peu emblématiques de ce qui se passe. Donc actuellement, en RDC, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Mapendano, qui est un enseignant à l'ISP de Goma. Il est actuellement en train de terminer son Master 2
à Paris 3, donc à la Sorbonne Nouvelle, et il travaille sur l'argumentation rhétorique dans les slogans féministes de propagande électorale, donc en RDC. Alors, il y a eu, il y a dans sa bibliographie, dans la bibliographie de son mémoire de M1, de son mémoire de M2, et dans la bibliographie du projet qu'il nous avait adressé pour faire ce travail, hein, c'est quelqu'un qui envisage une thèse et qui fera cette thèse, il y a deux caractéristiques tout à fait intéressantes. Il y a d'abord une coupure avec la tradition d'analyse politique, d'analyse du discours politique, de lexicologie politique zaïroise congolaise. Les travaux congolais sont absents de sa bibliographie, à quelques exceptions près. Il y a beaucoup de références africaines et afro-américaines, mais c'est sur le féminisme, en fait. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'il récupère les travaux africains par l'intermédiaire du féminisme, mais pas par l'analyse du discours. Et donc, on en a un petit peu parlé. Et évidemment, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'analyse du discours, c'est un trou de mémoire, peut-être, encore une fois, tout à fait normal dans la vie des théories, qui me semble bien intéressant. Et la deuxième caractéristique de son travail, c'est une approche extrêmement située du féminisme en RDC, mais aussi de sa position par rapport à l'analyse du discours. Donc, il travaille en particulier sur les spécificités africaines des supports des slogans politiques, en particulier des t-shirts et des pagnes. Et donc, du coup, bien sûr, il se heurte à une absence de travaux sur cet objet-là, hein, le slogan politique sur support tissu. Il n'y a pas de biblio, il n'y a pas de documents voilà, sur cette notion-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il invente, il crée. Il invente des dispositifs méthodologiques spécifiques, hein, ça correspond à ce souhait du R2AD de favoriser la mise en place de spécificités scientifiques de l'analyse du discours africaine. Donc, il propose une approche ethnographique, il procède par capture, transcription occasionnelle des images et des énoncés, il fait des photographies des personnes avec toutes les difficultés que ça implique, de gens qui ne veulent pas se faire photographier, de droit à l'image, etc. Voilà, c'était juste un petit exemple d'un chercheur tout à fait contemporain là, qui travaille à l'heure même où nous, on est en train de discuter d'analyse du discours en Afrique. Donc, je passe à ma conclusion. Donc, il me semble qu'une perspective décentrée de l'Europe, hein, décentrée du point de vue européen, fait apparaître une histoire de l'analyse du discours africaine, en Afrique, africaine, et sur l'Afrique aussi, riche, longue et complexe. Il me semble qu'il y a du coup des phénomènes saillants qui apparaissent. Il y a une territorialisation de l'analyse du discours en Afrique. J'ai montré l'exemple zaïrois. Il y a des transferts théoriques, il y a un retravail notionnel, il y a des inventions méthodologiques. Donc, on a en Afrique une analyse du discours qui est située et qui entre tout à fait dans ce que j'appelais une praxis scientifique et politique émancipatrice tout à l'heure. Il y a aussi des trous de mémoire, mais encore une fois, donc dans les héritages et pratiques scientifiques, mais encore une fois, c'est un phénomène habituel de ce que Thomas Kuhn appelait la science normale. C'est aussi le cas de l'analyse du discours française en France. Hein. Je donne deux exemples. La définition de base de la formation discursive a été quasiment oubliée, et une notion qu'avait proposée Pêcheux, qui était la notion de double oubli, a été oubliée. Hein. C'est un petit peu, évidemment, un petit peu drôle qu'on ait oublié l'oubli. Ah bon. Bref, voilà. Et pour conclure, j'aurais deux questions à poser. Quelle histoire de l'analyse du discours peut-on faire dans les autres pays? Je connais celle du Zaïre, mais je ne connais pas celle des pays que vous représentez respectivement, hein, si j'ai bien lu le programme, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin. Quel trajet des notions et des chercheurs, quels héritages, quelles propositions sont faites? Et puis ma deuxième question, est-ce qu'il y aurait peut-être un projet de l'histoire de l'analyse du discours
en Afrique qui serait souhaitable ici dans ce contexte africain, hein, et qui rassemblerait des monographies des différents états de l'analyse du discours en Afrique. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. J'ai essayé d'être voilà, d'être brève. Je vous remercie je vous remercie de m'avoir écoutée et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de colloque et j'espère vivement que la prochaine fois qu'on se parlera, on se parlera de vive voix. Je serai évidemment tellement heureuse de discuter de manière tout à fait directe avec vous. Encore merci, merci de votre patience et bonne fin de colloque.